Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler de l'entreprise Starbucks qui vient de reprendre plus de 20% en bourse après une très longue baisse. En première partie de vidéo, on va regarder l'état de l'entreprise suite aux annonces de résultats du premier et du deuxième trimestre 2024. Deuxième trimestre qui a permis à l'entreprise de prendre plus de 20% en bourse. Ensuite, on va regarder les raisons de la baisse que j'ai identifiées. Et plus loin dans la vidéo, on regardera comme d'habitude les chiffres de l'entreprise en détail et je répondrai à la question si oui ou non je m'intéresse à l'action pour mon portefeuille. Rapidement au niveau du cours de l'action, vous retrouvez ici la hausse de plus de 25% qui a eu lieu en seulement quelques jours à la suite des annonces de résultats. Par contre, si vous prenez l'entreprise sur le long terme, elle avait quand même eu beaucoup de difficultés. Si vous regardez, on avait eu d'abord la première baisse à partir de mi-2021 jusqu'à mi-2022 qui avait été de plus de 40%. Ensuite, l'entreprise s'était bien reprise jusqu'à mi-2023 comme tout le marché. Et depuis mi-2023, l'entreprise avait corrigé de plus de 37% avant de faire la hausse que l'on vient de connaître suite à des annonces sur l'entreprise. Je vais vous faire un rappel rapide sur les activités de l'entreprise car certains pourraient ne pas savoir ce que fait l'entreprise Starbucks. Donc, c'est une entreprise qui a été créée en 1971 et c'est le premier torréfacteur, distributeur et détaillant de café au monde. Ils sont présents sur 86 marchés et ils vendent également d'autres produits, notamment un petit peu d'alimentaire, du thé et des produits dans les canaux de distribution comme par exemple les grandes surfaces. Ils sont présents dans le monde entier avec plus de 33 000 points de vente et magasins et ils ont plus de 300 000 employés. L'entreprise a une capitalisation boursière d'un petit peu plus de 107 milliards de dollars suite à la hausse qu'on a eue en bourse pour un chiffre d'affaires qui était en 2023 d'un petit peu plus de 35 milliards de dollars. C'est une entreprise aussi qui a des marges brutes juste sous les 30% sur l'année dernière et des marges nettes un petit peu au-delà de 10%. Ce qui pour son secteur d'activité, notamment la restauration, le café, etc., n'est pas négligeable. Cependant, c'est aussi cohérent puisqu'ils vendent des produits chers pour en tout cas du café et ils ont une image de marque. Et d'ailleurs, ça on en parlera plus tard, c'est important parce que au niveau des marges, il est en train de se passer quelque chose qui fait quand même dire qu'il y a un moment, leurs produits, même si c'est de la marque, eh bien c'est pas non plus simple de toujours augmenter les prix sur du café. Au niveau des raisons de la baisse qu'on avait identifiées déjà dans la vidéo que j'avais fait en mai et que l'on constate encore aujourd'hui, et d'ailleurs je tiens d'ores et déjà à le dire, on ne fait pas ici de conseils en investissement, je vous partage ma vision des choses sur les entreprises, mais au final c'est à vous de mener vos propres analyses, de vous forger vos convictions, puisque c'est comme ça que l'on apprend et que l'on progresse. Je tiens aussi à préciser qu'on commence la vidéo avec des chiffres qui clairement sont en demi-teinte, mais que l'entreprise dans son ensemble, elle a quand même eu une très belle performance sur les 20 dernières années, et c'est les difficultés qui sont assez récentes. Donc globalement, ce qui s'est passé, c'est que les ventes, donc le chiffre d'affaires a baissé à travers le monde entier. Un petit peu moins aux États-Unis qu'à l'international et notamment en Chine où on a eu une forte baisse, mais globalement on a eu des difficultés sur les ventes. On a eu les bénéfices qui ont aussi baissé et les marges opérationnelles qui ont aussi baissé. Donc globalement des difficultés sur le business et ça s'est ressenti sur le cours de l'action en bourse. Si on prend les résultats par segment sur le deuxième et troisième trimestre 2024, ce qui pour nous est le premier et deuxième trimestre 2024, puisque leur calendrier de publication finit sur le troisième trimestre d'un point de vue calendaire, donc ils sont décalés d'un trimestre. Donc sur les derniers résultats, si on compare 2024 à 2023, on a eu une augmentation aux États-Unis du chiffre d'affaires de 1%, alors que si on comparait au trimestre d'avant, on n'avait pas eu d'augmentation du chiffre d'affaires, donc ils ont très légèrement redressé la barre. Cependant, les marges sont en baisse. Et maintenant, si on va à l'international, c'est là que ça fait très mal, puisqu'on a eu en un an une baisse du chiffre d'affaires de 7% à l'international, et on a eu aussi une forte baisse sur les marges opérationnelles. On est passé de 19% à 15,6%. Et sur le trimestre d'avant, c'était guère mieux. Donc globalement, le business souffre. Et les peurs qu'on avait eues sur le premier trimestre et qui avaient amené à cette très forte baisse, c'était bien évidemment la baisse des marges, ce qui indique quand même une capacité à fixer les prix plus faibles et notamment à monter les prix. Parce que d'un côté, vous avez l'inflation qui est passée par là, donc ça coûte plus cher d'acheter du café, les employés coûtent plus cher aussi, le consommateur a de la difficulté, les gens ont moins d'argent en fin de mois et donc forcément le café c'est peut-être pas la priorité. Et donc ce que devrait faire l'entreprise, ce serait augmenter ses prix en conséquence de l'inflation. Cependant, vu que les marges sont en train de baisser, ça veut dire qu'elle ne peut pas augmenter les prix autant. Et donc vous avez le chiffre d'affaires qui stagne et les coûts de l'entreprise qui montent, donc les marges baissent automatiquement. Et ça fait très peur aux investisseurs parce que ça montre que l'entreprise n'a pas forcément une protection avec sa marque, ce qu'on appelle le moat en anglais, ou en tout cas ça a ses limites. Certes, c'est du café qui est quand même très connu, qui a un certain prestige et la marque aussi. Cependant, il y a un moment, on ne peut pas vendre le café à n'importe quel prix et ça se ressent dans les marges. On a
a aussi de la concurrence, clairement en Asie. J'ai vécu plusieurs années là-bas. Les Starbucks s'ouvraient très couramment dans les nouveaux quartiers, on en voyait souvent apparaître, mais il y avait aussi clairement de la concurrence locale. Et aux États-Unis, vous avez aussi beaucoup de concurrence, notamment avec Dutch Bros. Et la conclusion que j'avais fait dans la vidéo de mai, c'est qu'il allait falloir mettre des actions en place pour corriger le tir. Ce qui nous avait amené aussi à parler de la direction et de ce qui avait été dit lors de la conférence destinée aux investisseurs. Tout d'abord sur la direction, il s'était globalement trompé sur les prévisions aussi bien sur le chiffre d'affaires que sur les bénéfices et donc les marges. Et ils avaient annoncé des chiffres bien plus élevés que ce qu'ils ont réussi à faire. Et quand on écoutait les questions-réponses de la direction, ils restaient vagues et même s'ils se disaient confiants dans le futur, quand on les écoutait, et ça je vous le dis dans l'autre vidéo, eh bien clairement personnellement je ne ressentais pas du tout la confiance. Et pendant les questions, clairement, j'ai trouvé que la direction est restée vague dans ses réponses. Ils se disent confiants, mais voilà, quand vous l'écoutez, et ça, c'est vraiment qu'un avis, qu'un ressenti, je vous invite à aller écouter la conférence. Cette confiance qu'ils annoncent, eh bien, je ne la ressens pas tant que ça. Et donc, j'avais conclu il y a quelques mois que le business était clairement difficile sur le court terme et qu'il allait falloir mettre des actions en place pour corriger ça. Eh bien, les actions viennent d'arriver puisqu'ils viennent d'annoncer que le PDG va être remplacé par un nouveau PDG venant de chez Chipotle, qui est une entreprise dans la restauration aux États-Unis, donc c'est des business assez proches de Starbucks. Le nouveau PDG prendra officiellement les rênes de l'entreprise le 9 septembre et il sera chargé de redresser les ventes qui sont en baisse, donc de remettre le chiffre d'affaires en hausse, d'améliorer l'expérience client et donc évidemment aussi ça veut dire de combattre la concurrence qui est clairement en train de les attaquer aussi bien aux États-Unis qu'à l'étranger et enfin de redresser l'activité en Chine qui est en très grosse difficulté comme on l'a vu dans les chiffres à l'international. Et en parlant de chiffres, on va attaquer la deuxième partie de la vidéo. On va regarder en détail ensemble tous les documents financiers et ensuite les indicateurs et la valorisation. Tout d'abord au niveau des flux de trésorerie disponibles, ce qui est, je le rappelle, le nerf de la guerre dans tout business. On a de l'argent qui sort, de l'argent qui rentre, il faut qu'on soit en positif, sinon on brûle du cash. Et quand il n'y a plus de cash, eh ben, il faut lever de la dette. Et si personne veut nous prêter ou nous acheter de nouvelles actions que l'on émettrait, eh bien c'est la faillite. Donc c'est le nerf de la guerre, je le dirai jamais assez. On regarde, on a au niveau du cash issu des opérations un petit peu plus de 4,5 milliards. Si on y retranche tout ce qui est CAPEX, donc les investissements dans les nouveaux magasins, les nouvelles machines, etc., pour maintenir et développer le business, et on y retire aussi tout ce qui est compensation en action, parce que personnellement, j'aime pas trop l'intégrer dans le flux de trésorerie disponible. On se retrouve donc avec 2,3 milliards de flux de trésorerie disponible sur ce trimestre. Ce qui est positif, c'est plutôt donc une bonne nouvelle, l'entreprise a une capacité d'autofinancement. Elle ne brûle pas de cash en théorie. Cependant, elle paye un gros dividende à plus de 1,9 milliard sur ce trimestre et elle a aussi racheté pour 1,2 milliard de dollars d'actions. Alors juste petite correction, j'ai mal lu les chiffres que vous avez ici, c'est sur 3 trimestres. Et remarque, c'est pas plus mal parce que ça vous donne une tendance plus long terme. Donc si on regarde maintenant, vous voyez qu'on a consommé 3,2 milliards de cash, ce qui veut dire qu'on n'a pas assez de cash pour payer ce dividende et racheter ces actions. Et donc où est-ce qu'on a trouvé le cash? Eh bien si on regarde tout simplement ici, on voit qu'on a augmenté la dette sur un an et vous le retrouvez aussi ici. Vous voyez qu'on rembourse moins de dettes que ce qu'on est en train d'émettre en nouvelles dettes et vous regardez aussi le cash a baissé. On voit aussi qu'il y a 400 millions de cash qui est parti. Donc l'entreprise a son niveau de cash qui est en train de baisser et elle a son niveau de dette qui est en train d'augmenter. Elle est donc en train de financer ce dividende et ce rachat d'actions sans utiliser sa capacité d'autofinancement. Elle est en train d'utiliser plus de cash que ceux qui rentrent. Alors c'est pas forcément un énorme problème sur le court terme, par contre sur le long terme ça peut être un problème. Surtout que si vous regardez, on a quand même beaucoup moins de cash dans le bilan que ce que l'on a de dette long terme, donc il va falloir à un moment rééquilibrer la barre et avoir autant d'argent qui sort que d'argent qui rentre, voire même encore mieux, avoir plus d'argent qui rentre que d'argent qui sort. Ça c'est parfait parce que vous augmentez votre niveau de cash et vous pouvez rembourser plus de dettes. Bon, l'explication était un peu sport, je pense que vous avez suivi, mais elle était importante. Maintenant on va passer à quelques graphiques pour donner un visuel sur l'évolution de certains chiffres de l'entreprise. Si on prend le chiffre d'affaires sur 10 ans, on a eu une augmentation de celui-ci en composé à un petit peu plus de 8%, ce qui est plutôt bon honnêtement. Par contre, si vous regardez ici, on a effectivement cette baisse qui est en train de s'entamer et c'est d'ici que vient la peur des marchés. Si on continue et on regarde le flux de trésorerie disponible auquel on enlève tout ce qui est compensation en action, parce que vous savez que j'aime bien l'enlever, et si on prend la marge aussi sur le flux de trésorerie disponible, on va constater que globalement, actuellement, on est autour de 10% de marge sur le flux de trésor, et par contre, le flux de trésorerie est en train de baisser en 12 mois glissants. Et on retrouve tout simplement la tendance qu'on a vue un petit peu plus tôt dans les documents financiers officiels.
Ici, j'ai conservé en bleu le flux de trésorerie disponible, vous reconnaîtrez la courbe, et je vous ai rajouté le dividende payé et la quantité d'actions qu'on a en ce moment. Et là, si vous regardez visuellement, c'est flagrant. Vous voyez que la courbe bleue, globalement, elle se balade à peu près comme la courbe du dividende. Alors, le dividende, il est plus plat puisqu'il n'y a pas de fluctuation, on le paye régulièrement. Par contre, ça veut dire qu'en fait, pratiquement tout le flux de trésorerie disponible passe dans le dividende. Et vu qu'on voit que les actions sont en train de baisser et on sait qu'ils en rachètent, et bien là, vous avez visuellement le fait que si on arrêtait de racheter les actions, on arriverait à peine à payer le dividende. Donc en rachetant les actions, évidemment qu'il va falloir trouver le cash quelque part. Après avoir racheté les actions quand le cours de l'entreprise était au plus bas, ça peut se débattre. Ce sera peut-être une bonne idée et ça, seul l'avenir nous le dira. Mais ça veut dire que pour le faire, eh bien clairement, on a tapé dans les réserves de cash et on a levé de la dette. Au niveau des marges sur 10 ans, vous voyez qu'elles sont en train de baisser. La marge brute, si on prend la médiane, on était à 28,8% et si on prend la dernière, on est à 27,6%. Ce qui veut dire, comme on le disait un petit peu plus tôt, qu'il y a un moment, ils n'arrivent pas à augmenter les prix autant qu'augmentent les coûts. Ce qui fait peur aux investisseurs parce que ça veut dire que la marque n'est pas capable de fixer les prix autant que ce qu'elle le faisait à l'époque. Et ça, vous le voyez aussi sur la marge nette. On a une médiane sur les 10 dernières années à 12,8% et actuellement, on est à 11,1%. Parlons maintenant un petit peu dividende. On constate que l'entreprise l'a augmenté sur les 10 dernières années en composé de presque 16%. Donc c'est clairement pour moi une entreprise qui va attirer un profil d'investisseur qui veut du dividende croissant, du rendement et donc pas forcément de la grosse croissance. Par contre, quand on n'a plus de croissance, ça devient quand même inquiétant. Et si vous la comparez au S&P 500 avec et sans les dividendes réinvestis, on voit que globalement jusqu'en 2021, elle a souvent fait mieux que le S&P 500 en termes de retour sur investissement. Par contre, maintenant, c'est un petit peu plus compliqué sur ces dernières années. Vous l'avez sur le graphique ici. On passe rapidement au ratio de prix. Au niveau du prix par rapport au chiffre d'affaires, on est historiquement bas. Donc l'entreprise s'échange beaucoup moins cher que ce qu'elle a pu se payer à l'époque si on prend le prix, donc la capitalisation boursière, et qu'on divise ça par tout le chiffre d'affaires. On a une médiane sur les 10 dernières années à 3,6 sur le prix par rapport au chiffre d'affaires, donc le price to sales en anglais, et en ce moment on est à 2,9. Et si vous constatez, effectivement, l'entreprise en 2021, elle s'est payée jusqu'à presque 6 fois le chiffre d'affaires, et ensuite elle a fait un point bas juste avant qu'elle reprenne 25%, comme on l'a vu en début de vidéo, où elle était là à un tout petit peu plus de 2 sur le prix par rapport au chiffre d'affaires. Mais l'entreprise, historiquement, elle n'est pas extrêmement chère sur ce ratio. Au niveau du PER, on constate que l'entreprise elle est revenue pratiquement sur la médiane historique. On a la médiane à presque 29 et là actuellement on est à 1,26. Donc elle est un tout petit peu en dessous de la médiane. Je tiens à préciser par contre qu'un PER pour moi, même à 26, et d'ailleurs un price to sales à presque 3, pour une entreprise qui a plus de croissance et des marges qui sont autour de 10%, marge nette, c'est quand même cher payé. Et il va falloir clairement que la croissance reparte. Après, je comprends que c'est un business qui se paye cher parce que business qui a pendant très longtemps était bien géré, un dividende payé, du rachat d'actions, une image quand même de marque qui est plutôt bonne à mon avis, mais voilà, ça se paye cher et il y a un moment, pour moi, le payer ce prix-là, si la croissance revient pas, eh ben c'est pas évident. Par contre, si les marges repartent à la hausse et que la croissance repart à la hausse, ça peut clairement être un point d'entrée intéressant. Mais encore une fois, ça je le répéterai jamais assez, il faut aller plus loin que les ratios de prix. Prendre nos estimations qu'on a dans le futur, projeter par exemple sur 5 ans, réactualiser dans le présent pour connaître le retour sur investissement que l'on ferait si l'entreprise se comporte comme on le prévoit dans notre analyse et ensuite en affectant des ratios de prix, on obtient le prix à payer aujourd'hui parce que juste regarder des ratios, c'est un petit peu que se dire ok, le marché la paye pas cher en ce moment par rapport à ce qu'il a bien voulu la payer à l'époque, mais ce n'est que de l'offre et de la demande. Si les fondamentaux du business viennent à baisser, eh bien elle se payera clairement moins cher dans le futur. C'est pour ça pour moi qu'il ne faut jamais s'arrêter à des ratios, mais aller voir un petit peu plus loin et notamment ce que l'on prévoit pour ce business dans le futur. Et on va finir avec le prix par rapport au flux de trésorerie disponible. On est actuellement pas loin des 30, ce qui aussi pour moi est clairement élevé pour un business qui actuellement n'a plus de croissance et des marges en baisse. S'ils se reprennent, c'est une autre histoire. Mais donc voilà, si vous regardez, on est pratiquement sur la médiane historique et on n'est pas plus bas que la médiane alors que le business va pas si bien que ça. Donc pour finir la vidéo qui encore une fois va être assez longue, mais bon, c'est pas grave, je dis ce que j'ai à dire et je sais que c'est un genre de format qui vous plaît aussi que de regarder tous les documents financiers. Donc je conclurai que clairement c'est une belle entreprise. À mon avis, elle a quand même eu une très belle performance sur le long terme. C'est pas forcément pour mon profil, je tiens à le dire. C'est quand même une entreprise qui est mature, qui est là pour payer du dividende, qui avait une croissance qui était tout à fait acceptable, à un petit peu plus de 8% par an sur le chiffre d'affaires en composé et des marges qui
tenaient globalement, elles augmentaient pas mais elles étaient stables. Donc clairement c'est un beau business sur le papier et le titre a baissé en bourse parce qu'ils ont eu des grosses difficultés sur le court terme. On peut pas le nier, les chiffres sont là. Ce que je tiens à dire, c'est peut-être que je vais continuer mon analyse, aller jusqu'au bout, faire mes projections et essayer de voir quel serait un prix intéressant à payer. Je vais le faire au minimum pour l'exercice et aussi pour savoir quel prix je serais prêt à la payer pour vraiment faire une bonne affaire, sachant que c'est une entreprise qui ne rentre pas forcément dans mon profil d'investisseur. Je ne suis pas forcément à la recherche d'entreprises qui payent une rente, un dividende et qui ne cherchent pas forcément à avoir une forte croissance, globalement des entreprises matures. Maintenant, je t'invite évidemment à pousser ton analyse jusqu'au bout et je peux donner des questions que j'aimerais me poser pour faire une analyse complète. Déjà, est-ce que je crois dans la reprise du business de l'entreprise, le retour de la croissance, le maintien des marges? Est-ce que pour moi, ils ont toujours une image de marque assez bonne qui va permettre d'augmenter les prix pour justement remonter ses marges tout en ayant de la croissance sur le chiffre d'affaires? Est-ce que l'entreprise correspond à ton profil? Et aussi, globalement, se dire, est-ce que j'ai bien fait mon analyse? Est-ce que je ne suis pas en train de l'acheter juste parce qu'elle a baissé et parce que c'est Starbucks? Mais est-ce que je suis conscient de combien je la paye actuellement par rapport à ce que je prévois dans le futur d'un point de vue fondamental pour ce business? C'est pour moi le plus important et il faut avoir une stratégie claire sur le long terme en bourse à mon avis. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil en description pour plus de contenu. Qui plus est qu'il y a du changement en ce moment si vous souhaitez aller plus loin, vous verrez ça sur le premier lien en description. Et de façon plus générale, si vous voulez parler un petit peu bourse, si vous avez des questions, rendez-vous en message sur Instagram ou directement dans les commentaires. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.